professeurs d'histoire-géographie qui ont aussi travaillé, qui ont une relation privilégiée avec les invités. Et je voulais surtout attirer votre attention sur le caractère exceptionnel de cette matinée. Je voudrais qu'elle reste dans vos mémoires. Vous avez beaucoup de chance d'avoir aujourd'hui des personnes qui vont vous faire part de leur un témoignage poignant. Je voudrais qu'ils vous servent dans votre vie future de citoyen et peut-être à terme vous engager dans une réflexion sur votre vie future et la vie, je dirais, le contexte global, national et international dans lequel vous allez évoluer. Voilà, j'arrêterai là mon propos et je vais passer la parole à M. Argan de la Fédération départementale des déportés qui va vous présenter nos invités. Oui, merci. Bonjour à tous. Et merci de nous accueillir si nombreux. C'est quand même, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que là, vous allez vivre quelques instants qui peuvent vous marquer, je pense. Mais vous avez là deux personnes, René Moreau, déporté à Ravensbrück, à ma gauche, et puis Paul Raymond Jamin, déporté au camp de Sachsenhausen, qui sont venus déjà, il y a, je ne sais pas s'il y a 3 ans, 4 ans, il y a 4 ans, dans cette même salle, pour apporter leur témoignage devant vos prédécesseurs. Donc, ouvrez bien vos oreilles, je pense que vous ne serez pas déçus. À ma gauche, M. Louis-Charles Noyon, membre de la FNDRP, et puis Mme Michel Collin, qui accompagne M. Jamin. Moi-même, je suis président départemental de la Fédération nationale des déportés internés résistants et patriotes et président de Vienne Résistance Internement en Déportation, qui est une association qui a créé un site internet, sur, comme il est dit dans l'intitulé, sur la résistance à la déportation et l'internement dans la Vienne. Là, j'ai quelques petites cartes pour vous dire comment visiter le site de Vrit. Si les choses vous intéressent, je vais vous montrer ça à Madame la principale et à Madame Sazio. Et peut-être déjà vous l'avez visité ce site. Oui, déjà. Oui. Bon, il est en construction permanente. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Louis-Charles Morillo est également membre de groupe. C'est un de nos rédacteurs les plus compétents, puisqu'il s'agit d'écrire des articles, d'accompagner d'images, de photos, de documents, etc. Voilà, donc je vais laisser la parole à nos deux témoins. Je pense qu'on parle beaucoup de la femme, c'était la journée de la femme, j'en ai entendu qui m'a dit c'est la journée des femmes. Non, c'est la journée de la femme, je pense. Moi, je le mets au singulier. Donc, l'honneur aux dames, et je pense notre ami René Moreau. Merci Jean. Bien, bonjour à vous tous. Comme vous l'a dit Jean, donc, nous sommes deux anciens déportés résistants, Paul au camp de Sachsenhausen et moi à Ravensbrück. Et bien voilà, en 1940, j'avais 20 ans. Toute ma résistance s'est passée à Châtellerault. Je travaillais à la manufacture. À l'époque, cette manufacture était très importante, où il y avait 2000 à 2500 ouvriers et ouvrières. Je travaillais dans un atelier où j'ai fait la connaissance de 3 jeunes filles qui avaient le même âge que moi, Léone, Eliane, Jeannette. Très souvent, nous discutions des événements et nous sympathisions beaucoup toutes les 4. C'est le 23 juin 1940 que l'armée allemande occupe notre ville, notre région, avec 4000 soldats et leurs chefs.
Tout est réquisitionné, tout est sous leur contrôle. Le drapeau à croix gammée flotte partout, et toutes les quatre. Nous ne pouvions supporter cette occupation, cette humiliation sans réagir. Réagir, oui, mais comment? Seuls, nous ne pouvions pas. C'est alors que nous avons pris contact avec des jeunes gens qui, eux, étaient déjà organisés avec des adultes. Et ils étaient organisés dans un réseau qui s'appelait le mouvement OSFTP, Organisation spéciale des francs-tireurs et partisans. Vous savez, s'engager dans la résistance, c'était prendre une lourde responsabilité, c'était prendre des risques, mais c'était lutter pour la capitulation du nazisme. Et quand on aime son pays, on s'engage pour le libérer. C'est alors que toutes les quatre, nous donnons notre adhésion à ce mouvement de résistance. Et nous voilà en pleine action, et ceci dès octobre 1940. En quoi consistaient nos différentes actions? Rédaction de tracts que nous faisions à la main, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas toutes les machines modernes qu'il y a aujourd'hui. Et puis, on n'était pas riches, on n'avait pas de sous. Alors, on se débrouillait comme on pouvait. Sur ces tracts, eh bien, nous invitions la population à réagir contre l'occupant. Nous dénoncions la collaboration du gouvernement de Vichy. Nous invitions la population à commémorer le 11 novembre devant les monuments aux morts. Il nous fallait procurer des pièces d'identité pour les résistants vivant dans l'illégalité. Il fallait trouver un moyen pour les héberger, leur procurer des tickets d'alimentation, et puis nous participions au transport d'armes et d'explosifs pour nos camarades hommes qui faisaient du sabotage dans les trains en particulier. Nous étions tous très vigilants malgré notre jeunesse, mais parmi nous, il y avait un traître qui nous a dénoncés, et c'est comme cela qu'avec mes camarades, nous avons été arrêtés le 17 février 1943 sur notre lieu de travail à la manufacture par la Gestapo, qui était la police allemande, hitlérienne. Ce même jour, nous étions 14. Nous avons été conduits à la prison de la Pierre-Levée à Poitiers. Nous avons subi des interrogatoires très durs. Beaucoup de mes camarades hommes ont été torturés et fusillés à la butte de Biard, près de Poitiers. D'autres ont été déportés dans les camps de concentration. Certains sont revenus par chance, mais d'autres sont restés dans les camps de concentration et passés au four crématoire. Après un mois passé à la prison, départ pour Romainville, dans la banlieue parisienne, où là je suis restée avec mes camarades pendant un mois. Puis, un beau matin, départ pour Compiègne. Compiègne qui était le lieu où nous devions rejoindre la gare de l'Est et direction Allemagne. Nous voilà parqués dans des wagons à bestiaux. Ces wagons à bestiaux qui pouvaient contenir 8 ou 10 chevaux
Nous étions environ une centaine. Sans boire, sans manger, des wagons plombés. C'était affreux. Ce voyage jusqu'à Ravensbrück était abominable. Nous étions donc debout, puisqu'on ne pouvait ni s'asseoir ni s'allonger. Bon, mais aussi, nous avions besoin des besoins personnels. Alors, au milieu de ce wagon, ils avaient mis un bidon. Ben oui, mais au bout d'un certain temps, ce wagon était plein. Personne pour le vider. Eh bien, tout ce qu'il y avait dans ce bidon, au roulement des wagons, ça explosait partout. C'était affreux. Une puanteur impossible. Bon, enfin, au bout de 4 ou 5 jours, nous arrivons en gare de Fürstenberg, qui devait desservir le camp de concentration de Ravensbrück. Arrivés à cette gare, eh bien là, les SS nous attendaient avec leurs chiens, leur schlag. Le schlag, c'est un espèce de fouet avec une grosse lanière en cuir qui tapait très fort. Eh bien, nous étions jeunes, nous pouvions sauter, mais parmi nous, il y avait des femmes qui avaient 60 ans et plus. Elles étaient moins agiles. Alors, elles tombaient. Il ne fallait pas essayer de les relever. C'était impossible. On prenait un coup de schlag et les chiens prennent nos morts. Enfin, au bout d'un certain temps, elles sont arrivées à se relever. Alors, il fallait faire vite, très vite. Los, schnell, c'était leur mot. Et puis, en rond par 5. Nous voilà donc en rond par 5, et ils nous font faire 2 ou 3 kilomètres avec notre maigre valise. Et puis, nous arrivons au camp de concentration de Ravensbrück. Alors là, on nous fait poser dans le cours d'appel pendant quelques temps, plusieurs heures, c'était leur principe. Et puis, à force, ils nous appellent devant les services administratifs. On passe dans une salle où ils nous dépouillent de tout ce que nous possédions. Plus rien, ils ne nous laissent plus rien. Pas même une brosse à dents, rien. Nous sommes toutes nues. Ils nous restent partout. Et puis, ils nous font passer dans une autre salle à côté, où, là, eh bien, ils nous donnent une robe rayée, une veste qui est celle-ci, et puis on nous donne un numéro. J'ai le numéro 19360. Et puis, ces vêtements, ils étaient pleins de tout. Alors, vous voyez l'hygiène qu'ils pouvaient avoir. Alors, à partir de ce temps-là, je ne suis plus René Moreau, je m'appelle 19360. Et il faut le savoir en allemand. Eh bien, je vous assure que déjà, tout cela était très dur. Nous avons complètement perdu notre identité. Nous sommes des Stück. Voilà, leur mot, c'était cela. Et qu'est-ce que ça veut dire, Stück? Eh bien, traduction, c'est un morceau. Un morceau. Qu'est-ce que c'est qu'un morceau? Eh bien, quantité négligeable d'un homme, d'une femme qui a perdu son identité, qui est seulement bonne à faire du travail pour le nazisme. Ensuite, eh bien, on nous conduit dans un baraquement où là, nous allons connaître
ce qu'est la vie dans la spirale de la vie concentrationnaire, la barbarie du système nazi, la machine à broyer, à tuer. Voilà ce qu'étaient les camps de concentration, les camps d'extermination. Si vous le désirez, tout à l'heure, vous pourrez nous poser des questions, mais je voudrais vous dire quelques mots sur le concours de la résistance et de la déportation, puisque j'apprends avec plaisir que beaucoup d'entre vous feront le concours de la résistance et de la déportation. Le thème du concours, comme vous le savez, est donc les enfants et adolescents dans le système concentrationnaire nazi. Je pense que le thème de ce concours est assez fragile, délicat, mais il a pour but de faire ressortir ce que représente l'histoire et la mémoire du système concentrationnaire nazi, et de faire prendre conscience aux enfants et adolescents ce qu'a été l'horreur du nazisme. Oui, hélas, il y avait des enfants dans les camps de concentration. La plupart ont été exterminés à Auschwitz. Peut-on s'imaginer ce qui pouvait se passer dans la tête d'un enfant, d'un adolescent, puisqu'ils n'ont vécu ni enfance, ni adolescence. Ils n'ont connu que l'arrestation, la persécution, les coups, la faim, le froid, la peur. Les nazis leur ont volé leur enfance, leur adolescence. Pour eux, tenir le coup était un combat de tous les jours. Il faut donc s'interroger sur les raisons, les causes qui ont conduit dans le système concentrationnaire nazi. Je pense que nous pourrons échanger nos idées sur tous ces différents points, mais je vais laisser la parole à mon ami et camarade Paul, qui va, lui, se présenter sur sa vie, sa résistance et sa vie dans les camps de concentration. Voilà. Bonjour, et très heureux encore d'être parmi vous pour vous apporter mon témoignage sur cette période qui a été terrible, bien sûr, au moment où j'étais plus jeune, puisque j'avais une vingtaine d'années quand ces événements sont intervenus. Il faut vous dire, je suis né dans une grande famille de 10 enfants et je suis né en 1918, le 6 mai 1918, c'est-à-dire que le 6 mai prochain, j'aurai 91 ans. Mais je conserve de toute cette période de ma vie des choses très tristes, peut-être, mais très riches aussi. Parce que, étant de 1918 jusqu'à 1931, quand je suis rentré dans la production, j'étais à l'école, bien sûr, j'avais votre âge, hein, quand j'ai passé mon certificat d'études, parce qu'à l'époque, on n'est pas beaucoup plus loin, c'était en 1931, et ensuite je suis parti comme apprenti pour apprendre un métier, qui m'a permis de gagner ma vie d'ailleurs par la suite. Disons que cette période de 1918 à 1931, il n'y avait pas à la télé, il n'y avait pas tous les moyens d'information qui existent aujourd'hui. C'était surtout des conversations que nous écoutions, ceux qui avaient vécu cette période terrible de la guerre 14-18, qui fut une véritable boucherie, et les anciens, et en particulier mon oncle et mon père, et mes oncles plutôt et mon père, parlaient de ces instants, et disons qu'il y avait ces instants terribles de cette période qu'ils ont vécue dans les tranchées, mais il y avait aussi cette volonté de travailler à ce qu'il n'y ait plus jamais de guerre, et c'était un petit peu leur leitmotiv. Je me souviens vaguement des conversations avec les associations auxquelles ils appartenaient, cherchant en somme
une voie pour que cette chose-là n'existe plus, cette chose-là. Et donc j'ai vécu cette période pour apprendre, dans ma prime jeunesse, ce que vous, dans les conversations de vos parents, vous pouvez apprendre. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir connaître cette période de 39-45, parce qu'il y a eu quand même, il y a beaucoup de télévisions qui sont faites sur ces événements, beaucoup d'archives qui sont extraites à l'heure actuelle, et donc il y a quand même une certaine richesse. Et donc après, j'ai vécu moi cette période de 1930-31 dans les milieux ouvriers, avec jusqu'en 1938, le moment où je suis parti au régiment comme militaire, puisque j'avais 20 ans en 38, et donc toute cette période, donc, je l'ai connue, et j'ai vécu même intensément, parce que j'avais été un garçon qui restait amorphe devant les choses. J'aimais bien m'amuser, j'aimais bien participer avec toute la fougue de ma jeunesse, en somme, à danser, à participer à des excursions quand il y a eu les congés payés, la loi de 40 heures, etc. Mais à côté de ça, il y avait également l'éducation politique qui se faisait dans ma situation d'ouvrier. Et depuis 1932, en particulier, 32-33, c'est là que l'accession d'Hitler au pouvoir est intervenue, et sont intervenus les premiers camps de concentration. Il ne faut pas oublier que la situation de cette période où il y avait beaucoup de chômage, beaucoup de misère, etc., le racisme existait et était latent, en particulier contre les Juifs, mais pas seulement contre les Juifs. Il y avait également, à cette même période, le racisme vis-à-vis des étrangers qui étaient expulsés des fois de leur pays, en particulier de l'Italie, puisque Mussolini a pris le pouvoir en 1922, et donc il y avait des réfugiés politiques qui bien sûr, venaient sans papier chez nous, et étaient dans des situations difficiles. Donc il y avait toute cette période où on sentait que le monde changeait de situation, le fascisme prenait le pouvoir, et c'est ce qui est arrivé en particulier en Allemagne, en 1933, quand Hitler a été élu par Hindenburg, le président de la République de Weimar. Et donc Hitler a pris le pouvoir, et à partir de ce moment, on peut dire que tout a changé. Parce que les gens qui sortaient d'une situation difficile ont cru en Hitler. Il y avait même en France des gens qui pensaient que Hitler serait utile, et ils rêvaient d'un homme fort quand les situations étaient difficiles, parce qu'il y a eu la crise. On parle de crise à l'heure actuelle, mais il y a eu une crise en 1929, jusqu'en 1933, avec des moments très difficiles, du chômage. Il y avait 4 millions de chômeurs en France, il y en avait 7 millions en Allemagne. Il y a eu des situations très difficiles qui amorçaient en somme la prise du pouvoir par un dictateur. Et c'est ce qui est arrivé en 1933. Toutes les conditions démocratiques, c'est-à-dire les députés qui, dans une chambre au Reichstag, en somme, étaient quand même en force aussi bien à gauche qu'à droite, mais qui penchaient quand même vers la droite. Et donc c'est une situation qui ne plaisait pas à Hitler. Et quand il a pris le pouvoir en 1933, 2 mois après, les premiers camps de concentration existaient. C'est-à-dire qu'à partir de le mois de mars, le 2 mars 1933, il y a eu 2 grands camps qui se sont développés par la suite, le camp de Dachau et le camp de Sachsenhausen, qui ont été la base, en somme, de la répression en Allemagne. Et là, je peux vous dire que moi, quand j'ai été déporté en 1942, 42-43, j'ai connu de ces hommes qui ont vécu, qui avaient déjà 12 années de prison et de camp de concentration. C'était des hommes qui étaient extrêmement durs, mais toujours confiants dans la libération un jour de leur pays. Et donc, j'ai donc vécu toute cette période qui m'a permis de m'affirmer dans ma personnalité d'homme tout à fait très simple, mais qui
envisageaient quand même, qui rêvaient d'un monde meilleur lorsque la situation désastreuse est intervenue à partir de 1939, quand les nazis ont envahi en somme notre pays, on peut dire sans difficulté, parce que je pense que la situation militaire française était quand même un petit peu en dehors de ce qu'elle devait être en réalité. Moi j'étais militaire, c'est pourquoi je vous dirais que ça m'a profondément marqué. Et lorsque, en 1939, j'ai participé, j'étais dans l'aviation, et en 1940, lorsque la DEPAC est intervenue, nous sommes partis sur la côte méditerranéenne, excusez-moi, mais j'ai des dents qui viennent juste de trop vite, parce que j'y m'est arrivé à peu près il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai vécu cette période où l'accumulation des troupes françaises dans les Pyrénées-Orientales, comme dans les Pyrénées-Atlantiques, nous pensions partir en Afrique du Nord quand il y a eu la guerre, et nous sommes restés là, dans ce département des Pyrénées-Orientales. Et c'est là que commençait ma résistance, si on peut dire, puisqu'il y avait des conditions qui étaient créées pour affirmer notre solidarité avec des populations qui étaient encore dans les camps de concentration qui avaient, dans les Pyrénées-Orientales comme Atlantique, qui avaient été créés après la guerre d'Espagne, avec les Espagnols qui ont été internés dans ces camps et qui ont été remplacés par la suite par des Juifs qui ont évacué le Bas-Palatinat. On oublie souvent que Hitler, à cette période, pensait se débarrasser l'Allemagne de tous les Juifs en Allemagne, et c'est ainsi que dans cette période d'octobre 1940, il y a eu 7000 Juifs du Bas-Palatinat qui ont été transportés dans les Pyrénées-Orientales et les Pyrénées-Atlantiques. Grande Gurs en particulier, qui a groupé pendant un temps 60 000 personnes. C'est ahurissant quand on visite ces lieux qu'en France, ces choses-là ont existé. Il y a même des cimetières qui sont impressionnants. Et donc, voici donc cette situation. Et en 1941, libéré de mes obligations militaires, je suis rentré en zone occupée. Et c'est là que j'ai commencé ma résistance. Bon, j'arrête là sur ce point-là. J'ai été arrêté en 1942 par hasard, un agent de ville, parce qu'il existait là aussi un peu de lâcheté, des gens qui pensaient que les résistants étaient des terroristes, comme ils appelaient, et c'est dans ce cadre-là que j'ai été arrêté le 22 septembre 1942, alors que j'étais recherché. J'ai fait 64 jours au secret dans la prison de La Rochelle, où bien sûr il y a eu l'interrogatoire difficile, transporté par la suite au mois de décembre à Compiègne, en attente de la déportation qui a eu lieu en 1943, au mois de 24 janvier. 24 janvier, d'ailleurs, nous sommes partis un convoi de 1500 déportés, en particulier rien que des résistants, parce qu'ils avaient vidé les prisons à cette époque, puisque depuis le mois de novembre, il y a eu le débarquement en Afrique du Nord, et il y avait eu également la zone libre qui était devenue occupée, puisque les Allemands avaient occupé cette zone qui était soi-disant libre. C'est-à-dire que c'était une nouvelle situation, et c'est pourquoi, sans doute, avait-il besoin d'hommes pour remplacer un petit peu les Allemands qui étaient mobilisés pour la guerre, et donc ils avaient filé des prisons, même en particulier des résistants dont les interrogatoires n'étaient pas terminés. Et il est arrivé cette chose, c'est que, par exemple, sur Châtellerault, le groupe de Châtelleraudais qui a été déporté à cette époque, au mois de mai 1943, sont venus, ont été extraits du camp de concentration, et ont été fusillés donc, à Biard dans le mois de septembre 1943. Donc, vous voyez, c'est cette situation qui existait en somme à cette époque. Bien sûr, j'ai connu,
quand j'étais dans le train, dans les conditions que vous a dites ma camarade, j'y reviendrai pas, mais je pense que vos questions vous permettront d'approfondir les conditions terribles dans lesquelles nous avons voyagé, inhumaines, puisque c'est vrai que nous étions une population dans ces wagons plombés nombreuse, mais il y avait surtout la promiscuité. Avec la promiscuité, il y avait le fait que les conditions étaient créées pour que les déportés dans ces wagons deviennent plutôt des bêtes, avec le traitement qui leur était fait. Non seulement il y avait promiscuité, mais il y avait ce bidon où il fallait bien, dans un voyage de 2-3 jours, il fallait bien avoir un endroit pour mettre des excréments qui débordait. Je vous assure que lorsque nous sommes arrivés le 27 janvier 1943 au camp de Saxe-Moselle, nous étions dans des conditions très difficiles. D'abord, dans le wagon, il y avait des gens qui avaient été torturés affreusement, donc diminués physiquement, et puis il y avait des conditions, bien sûr, terribles. Camp de concentration de Oranienburg, là, disons que la première impression, lorsqu'on est arrivé au camp, c'était un déporté qui se trouvait à la porte du camp de concentration de Saxe-Moselle. Il s'était développé depuis 1936. Il était devenu en somme un camp en air, si on peut dire, puisque c'est là qu'avait été conçue l'architecture du camp de Saxe-Moselle, qui est devenue l'architecture de tous les camps de concentration. Et c'est comme ça. Et donc, la première impression, c'est ce déporté qui était à la porte et les SS qui commandaient les capots, de jeter de l'eau sur ce déporté qui avait volé l'arme du Tabaya, sans doute pour partager avec ses camarades, et qui était condamné à mort. Il est mort d'ailleurs dans les 2-3 jours qui ont suivi de ne pas arriver au camp. Voilà. Je pense que maintenant, c'est les questions que vous allez nous poser, où on pourra vous développer plus largement les conditions dans lesquelles nous avons vécu au camp de concentration, qui étaient des conditions totalement inhumaines, parce qu'il fallait travailler des heures et des heures toute la journée, sans pratiquement de nourriture, sans pouvoir quelquefois se laver commodément, et nous permettre de lutter contre la vermine, en somme, qui les parcourait, qui créait d'ailleurs le typhus, des conditions absolument abominables, et où l'individu était dépouillé de toute sa personnalité, c'est-à-dire que nous n'étions plus des noms, nous n'avions pas un nom, moi c'était Jamin Paul, ça n'existe plus, c'était un numéro. J'avais le numéro 58113, c'est-à-dire que ce numéro, il fallait que je le dise en allemand, et comme au début je ne pensais pas, je n'avais pas envie de parler allemand, je me rebellais, mais j'ignorais que c'était impossible de pouvoir conserver cette volonté, en sorte de ne pas connaître l'allemand. Et donc j'étais, dès le deuxième jour que j'étais là-bas, on m'a appelé par mon numéro, et comme je ne connaissais pas le numéro, bien sûr, j'étais là, et alors à ce moment-là, le SS a parcouru les rangs, et quand il a vu mon numéro, c'est comme ça que ça se fait, il était de vous dire qu'il était fou de rage, et j'étais frappé, et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre langue, en somme, dans cette terrible période de la déportation de 1943 jusqu'en 1945. Je m'arrête là parce que je pense que c'est vos questions qui vont nous permettre de développer mon ami René Moreau et moi, développer en somme toute cette vie dans les camps de concentration. Parce que ce serait trop long si on voulait évidemment faire le parcours d'un bout à l'autre de cette déportation. Il nous faudrait certainement plus de 2 heures. C'est pourquoi je pense que l'essentiel, c'est d'en connaître tous les méandres de ces camps qui sont devenus des camps absolument innommables, si on peut dire, parce que l'individu ne comptait absolument pas. Les SS et les capots avaient droit de vie et de mort sur nous. Par exemple, je vous citerai que les 2 premiers mois que nous étions au camp de Saxe-Moselle, nous étions partis à l'extérieur du camp d'ailleurs pour
agrandir le camp en déroulant des fils de fer barbelés. Et à un moment donné, il y avait un breton qui avait demandé l'autorisation de pouvoir aller se soulager. Et le SS lui avait indiqué un buisson. Et quand il a été à ce buisson, il l'a ajusté avec son fusil et il l'a tué. La conséquence, c'est que malheureusement, le soir, quand nous avons appris cette nouvelle à son frère, qui lui aussi était au camp, eh bien, le frère n'a pas supporté ça. Au bout de quelques jours, il s'est jeté sur les fils de fer barbelés. C'est vrai que lorsque le moral n'existait plus, l'affaiblissement même des déportés avec le manque de nourriture faisait que bien souvent, il y avait des suicides. Et bien sûr, les suicides, ce n'était pas une solution, parce qu'il a fallu lutter et encore lutter. Et disons que les Allemands, les résistants allemands, ceux qui se sont opposés à Hitler dès les premiers jours, qui étaient dans les camps depuis 1933, nous ont montré l'exemple et nous ont permis de développer cette résistance à l'intérieur même du camp, qui a permis d'affaiblir la production allemande par le fait que les résistants s'étaient organisés pour saboter le plus possible, et deuxièmement pour instituer cette solidarité qui au fil des mois s'est affirmée comme une puissance intérieure, peu connue d'ailleurs même des SS, parce que s'ils avaient pu connaître toute l'organisation secrète pensant qui existait à l'intérieur du camp pour soulager, pour aider les camarades, c'est sûr qu'il y aurait ça aurait été un désastre, malgré toutes les difficultés qu'on a eues. Ça nous est arrivé quand même, certains camarades ont été dénoncés et ont été fusillés à l'intérieur même du camp de concentration de Saxe-Lausanne. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que si je continue, je vais développer un peu trop, et puis les heures vont passer. Alors, on va attendre vos questions, et je vous demande de faire vite, parce que vous savez, nous avons beaucoup de choses à vous dire, et en particulier ce qui peut vous trotter dans la tête. Voilà, la première fois que c'était un arrière-petit-fils qui un jour m'a dit, écoute grand-père, j'aimerais bien savoir, bon, savoir ça veut dire ce que j'avais vécu, et c'est comme ça que je suis venu quand même à sortir de mon mutisme, parce qu'il n'était pas facile de parler, comme vous, il n'était pas très facile de parler, mais considérer que nous sommes des grands-pères, plutôt arrière-grands-pères, parce que moi j'ai 8 arrière-petits-enfants, dont la première a 24 ans et la dernière a 2 mois. Je veux dire que bon, je suis un vieux pépé à qui on peut s'adresser, comme mon ami René Moreau, qui a beaucoup de choses à vous dire. Merci, et maintenant on attend vos questions. Alors, qui peut poser une question? On lève le doigt. Tu poses ta question. Pardon. Fort. Tu parles fort, tu te lèves. C'est avec le micro. La plus inhumaine. C'était tout l'ensemble. Puisque nous étions considérés moins que rien. Une bête, on ne la traitait pas comme nous, on nous a traités. J'ai assisté à un fait, puisque, bien sûr, il fallait travailler au camp. Alors, j'ai travaillé en atelier où je faisais la couture pour les vêtements de SS. Là, c'était parfait, si je puis dire, par rapport aux autres corvées, parce que nous étions à l'abri. Et puis, c'était pas un travail très dur, mais on nous a fait travailler dans les usines, on nous a fait travailler dehors, à faire des tranchées, à piocher, à battre des arbres, à les débiter. Un jour, fallait aller dans un lieu précis où il fallait faire des tranchées. Et nous avons traversé la cour d'une ferme. Et puis, nous étions une trentaine à faire cette corvée. Et puis, il y a une déportée, on avait toute faim, mais celle-ci, elle s'est risquée, elle a vu un tas de pommes de terre dans une grange.
elle s'est détachée de nos rangs pour aller chercher une pomme de terre crue, bien sûr. Eh bien, les SS ont mis le chien après elle, mais c'était affreux, ils l'auraient déchiqueté. Alors, c'est seulement en lui tirant la queue que ce chien a lâché. Mais je vous assure, ça m'a marqué. Mais c'était épouvantable de voir cette fille qui avait faim et puis qui était que le chien déchiquetait. Oh, il y a eu, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, ben, c'était les enfants, puisque à Ravensbrück, il y avait des femmes, lorsqu'elles arrivaient, elles étaient enceintes. Bon, ben, un beau jour, bien sûr, elles ont dû accoucher. Alors, elles ont quand même été conduites à l'infirmerie. Et puis, elles ont accouché dans des conditions épouvantables. Et leur bébé, lorsqu'il est né, c'était en 42, 43, 44. Eh bien, on tuait les bébés. On les noyait devant la mer, dans un seau. Et ensuite, on les faisait brûler dans la chaudière. Bon, et ça nous a marqué d'une façon épouvantable. Vous savez, une maman qui voit naître son bébé, qu'on lui retire tout de suite et qu'on le tue. Parce qu'ils l'ont tué. Ils tuaient les bébés. Il y a seulement fin 44, début 45, les Allemands sentaient quand même qu'ils avaient perdu la guerre. Et alors, quel ordre ont-ils eu? On n'en sait rien. Ils ont aménagé une salle où les mamans pouvaient coucher et essayer de conserver leur bébé. Ah oui, mais c'était pas rien. Un bébé, ben, il lui faut des langes, il lui faut un biberon, il faut pas mal de choses. Bon, ben, il y avait des chiffons. On a volé des chiffons. Et puis, il fallait les alimenter. Alors, au départ, ils donnaient un petit peu de lait en poudre. Ben oui, mais pas de biberon. Alors, eh ben, j'avais une amie qui était infirmière, qui travaillait dans cette infirmerie. Eh bien, avec une autre amie prisonnière, elles ont volé des petites bouteilles qui étaient dans la poubelle que les Allemands avaient jetées. Et puis, ben, elles ont nettoyé ces bouteilles, qui leur a servi de biberon. Ben oui, mais un bébé, il faut qu'il t'aide. Alors, elles ont volé des gants de caoutchouc au docteur allemand. Et puis, elles ont glissé ce bout de doigt sur le goulot de la bouteille. Elles ont percé un petit trou. Et puis, elles ont délayé le lait en poudre qu'elles ont pu faire un petit biberon comme ça. Ben oui, mais il n'y en avait pas assez. Il donnait si peu. Alors, vous savez, après l'accouchement, il fallait aller travailler, hein. 2-3 jours d'infirmerie, puis c'était tout. Alors, par chance, ces mamans travaillaient au dehors dans une ferme. C'est ce qui était assez rare. Hein. Et là, elles ont rencontré des prisonniers de guerre français. Elles se sont fait connaître. Elles ont dit qu'elles avaient un bébé. Eh bien, en cachette, puisque les prisonniers de guerre avaient plus à manger que nous, quand même, et puis ils étaient quand même en semi-liberté, que nous étions entourés de fils de fer barbelés électrifiés. Alors, en cachette, le lendemain, ils ont apporté un peu de lait à ces mamans
qui l'ont caché aussi, ce qui fait qu'elles ont pu quand même arriver à nourrir un peu mieux leur bébé. Et bon, c'était en avril 1945, on sentait que la fin arrivait quand même. Et par chance, il y a la Croix-Rouge suédoise qui est venue dans le camp, et on a eu la chance de pouvoir envoyer dans ce transport les 3 mamans, puisqu'il y avait 3 bébés qui sont nés à peu près à la même date, 2 garçons et une fille. Et en les cachant sous leur jupe, en faisant attention qu'ils ne pleurent pas, elles sont arrivées à pouvoir les emporter avec elles dans ce convoi. Ce qui fait qu'en arrivant en Suède, on les a, bien sûr, on s'est occupé d'eux, on les a soignés, et puis ils sont arrivés à reprendre le dessus et à vivre. Eh bien, nous les rencontrons, tous les 3, au cours de nos convois, nous les rencontrons. Et vous savez, pour nous, c'est nos petits, c'est toujours nos petits, malgré que maintenant ils ont plus de 60 ans, ils sont même grands-pères, mais on s'embrasse, vous savez, comme si c'était hier. Et voilà, 2 faits qui m'ont vraiment marqué. Et il faut dire qu'il y avait beaucoup de solidarité entre nous, les prisonnières, résistants, parce qu'il y avait aussi des droits communs qui n'avaient pas la même attitude que nous. Mais nous, les résistantes, nous avions une solidarité extraordinaire. Une camarade qui tombait malade, qui perdait le moral. On lui disait, allez, faut tenir le coup, hein, parce que si tu sombres, il faut pas. Hein. Il faut rentrer, il faut que nous revoyions la France. Et puis, comme une amie m'a dit, écoute, René, moi je sais que je ne pourrai pas tenir le coup jusqu'à la libération. Alors, il faut que tu tiennes le coup, toi, que tu rentres et que tu témoignes ce que nous avons vécu. Eh bien, vous savez, moi, quand je pense à elle, je me dis, je tiens ma parole. Je veux raconter ce que nous avons vécu pour que les jeunes d'aujourd'hui comprennent ce que nous avons vécu. Courrier colis, c'était très limité d'abord. Hein. Dans les premières années que nous étions au camp, de 42 à 44, pratiquement il n'y avait pas de colis qui rentraient dans le camp. Et du courrier, c'était pareil. Nous étions, enfin, les camarades, certains camarades recevaient du courrier, hein, écrit en allemand d'ailleurs, il fallait qu'il fasse traduire, et pouvaient, une fois par mois, envoyer une lettre également, à condition qu'elle soit écrite en allemand. Ce qui posait des problèmes, parce que les camarades, souvent, arrivaient épuisés le soir de la journée de travail et avaient des difficultés pour trouver un traducteur qui pouvait écrire, écrire en disant que j'étais en bonne santé, après c'est tout, sinon le courrier n'arrivait pas. Moi, pratiquement, j'étais de ceux qui n'ont pas reçu de courrier au camp, et je suis de ceux qui, malheureusement, malgré les différents courriers que j'ai fait faire par un camarade du Mans, qui était professeur d'allemand et qui se mettait à la disposition des camarades, et d'ailleurs, j'ai eu un dévouement, on peut lui tirer le chapeau, parce que j'avais refusé, en somme, de faire un travail
Donc le courrier, pratiquement peu de gens en recevaient, et des colis pareil. À partir de 1944, par contre, certains colis ont abouti au camp. Il y avait une partie qui était bien sûr volée par les SS et une autre partie qui était quand même donnée aux déportés. Ça a permis quand même de pouvoir sauver certains camarades avec la solidarité qui s'était instaurée autour de ceux qui avaient la chance de recevoir des colis et qui acceptaient évidemment de faire une collectivité, distribuer équitablement le peu qu'ils avaient reçu. Mais bien sûr, c'était très... Le courrier et les colis, c'était une chose qui était très précieuse, mais qui malheureusement, jusqu'en 1944, on n'a pas vu beaucoup. La solidarité se faisait surtout avec les moyens que nous avions, et encore, il fallait faire attention. Voler quelquefois un peu de carottes ou un rutabaga ou quelque chose qui nous était possible en somme de le faire, et on risquait la mort si on était pris à faire ça. Et nous étions quelquefois des collectivités d'une quinzaine, et on partageait équitablement ce rutabaga et ces carottes. Et alors, nos moyens étaient quand même très limités. Il fallait après le partage, il y avait un de nos camarades qui tournait le dos, et on disait à qui celui-ci, à qui celui-là, pour évidemment faire en sorte que ça soit équitable. Bien sûr que la faim, c'était quelque chose de terrible, et que certains avaient des difficultés à pouvoir supporter. La faim, pourtant, c'est une chose que nous avons connue pendant les presque 3 ans que j'étais arrêté et dans les camps. Disons que j'ai connu continuellement, et c'était pendant la journée, c'était surtout la nuit quand on rêvait quelquefois de manger et qu'on se réveillait avec l'estomac qui se tordait. Mais la faim, c'était la soif, c'était pareil. Mais la vie d'un déporté, c'était une hantise continuelle pour surmonter, en somme, tous les dangers qui pouvaient exister dans une journée de travail. Je vais vous en parler une, par exemple, parmi d'autres. C'était aux environs de Pâques 1944, et nous étions, le camp de Saxe-Moselle était à 30 km de Berlin. Et nous étions partis à quelques kilomètres du camp pour mettre un tas de pavés, et les pavés dont on fait dans les rues pour faire des voies. Et ces pavés devaient être transportés sur à peu près 200 mètres pour les mettre près d'une rive, d'un rivage de la Spree, où ils devaient être chargés sur des gabarres. Ils devaient les transporter sur Berlin. Et alors, donc ce matin-là, nous étions partis à un commando à peu près de 110-80, et donc on faisait la ronde. Il y avait un camarade qui prenait un pavé, qui le mettait sous le bras du camarade, et il allait le déposer près du rivage pour le charger dans la gabarre. Et puis ainsi de suite. Jusque vers 10 h du matin, ma foi, ça s'est fait tranquillement. Et brusquement, les SS se sont réveillés, et puis ils ont dit au capot de faire accélérer la cadence. Alors, déjà, vous savez, les déportés étaient affaiblis par ces mois déjà passés avec le peu de nourriture, parce que la nourriture, c'était pas grand-chose. On peut dire que dans les 3 premiers mois de la déportation, il y avait 15 à 20 kilos de l'individu qui disparaissait. Et donc, les forces étaient quand même peu. Et alors, à un moment donné, les SS ont voulu faire activer encore la cadence. Ils avaient décidé de faire mettre 2 pavés sous chaque aisselle. Mais il y avait des camarades qui ne pouvaient pas arriver à soutenir ces pavés. Il n'y avait que des hommes qui étaient habitués quand même au travail dur du bâtiment ou autre qui arrivaient à solutionner ça. Et moi, je me souviens que j'étais à passer en somme aux camarades des pavés. Et il y avait un instituteur de Châtellerault qui habitait rue de Turette, avant-guerre. C'est un camarade que j'ai suivi d'un bout de l'autre, à l'autre de la déportation, puisque je l'ai connu au camp de Compiègne au mois de décembre 1942, et nous sommes restés pratiquement toujours en contact ensemble. Et alors à un moment donné, je lui dis, alors que les SS tournaient un petit peu la tête,
Je lui ai dit, tu vas prendre ma place et moi je vais prendre la tienne. Parce que je voyais bien qu'il titubait, qu'il arrivait à peine à pouvoir transporter ses pavés. Et je voyais le moment où, bien sûr, il se fait frapper par les capots et les chiens. Et donc il a pris ma place et moi j'ai continué ce travail. Mais je vous assure, toute la journée, sans manger, parce qu'il n'y avait pas de gamelle à midi, toute la journée, nous avons travaillé à ce travail monstrueux, à tenant compte des forces qu'il y avait. Et le soir, lorsque nous sommes rentrés au camp, eh bien, il y avait une dizaine de cadavres qui étaient sur la charrette que nous avons transportée jusqu'à la place d'Appel, parce qu'à l'Appel, il fallait que même les morts soient comptés. Et donc, nos camarades, il a fallu les mettre dans le carré qui est respectif de leur baraquement. Les camarades me soutenaient le temps que les SS tombent, et ensuite ils étaient abandonnés sur la place d'Appel, et il y avait une corvée qui les emmenait au fonctionnatoire qui était plus proche, en somme, de la place d'Appel. Voilà une journée de cette terrible situation que les hommes ont vécue. Et je vous assure qu'il fallait bander toute sa force et un peu cette confiance dans l'avenir, parce qu'on était un petit peu utopique. Hein. Et c'est vrai qu'on pensait qu'un jour ça se terminerait, et donc il fallait bander toute notre volonté pour tenir le coup et faire en sorte que des instants comme ce que je viens de vous raconter arrivent jusqu'au soir, et qu'on arrive à survivre de cette situation. Et c'est vrai que si on n'avait pas pensé à nos enfants, moi j'avais 2 enfants que j'avais quittés quand j'étais arrêté, il y en avait un de 4 ans et l'autre de 18 mois, je n'avais pas pensé à mes enfants souvent en me disant, il faudrait quand même que je revienne, quoi. Et souvent il m'a fallu des situations comme ça, où j'ai toujours eu confiance en somme qu'un jour on arriverait au bout de cette situation intenable par moment. Et je comprends très bien que quelquefois les camarades ont relâché et se soient suicidés tellement c'était terrible. Je pourrais vous raconter d'autres anecdotes. Par exemple, oui, il faut peut-être mieux les questions parce que je retourne. Alors, ce que nous avions mangé le matin, d'abord la sirène sonnait à 3h30, il fallait se dépêcher, se lever, se laver quand il y avait de l'eau, et puis aller chercher des grands bidons d'un liquide, un espèce d'ersatz qui était point bon, c'était pour du café, mais on avait que ça, puis c'était chaud, il fallait bien l'avaler. Et puis ensuite, le matin, c'était tout. À midi, eh bien, c'était une soupe de rutabaga ou de betterave à vache. C'était pas pour varier, vous savez. Hein. Et puis, le soir, c'était encore une soupe avec le même menu. Et puis, une petite tranche de pain d'1 centimètre, d'un pain noir, tout moisi. Et tous les 2 jours, un petit bout de margarine tout petit. Et puis une fois par semaine, une cuillerée à soupe de marmelade, qui s'appelait une espèce de confiture. C'était point trop bon, mais enfin, il fallait le manger, il n'y avait que ça. Et puis c'était tout. Vous savez, pour tenir le coup, il fallait vraiment avoir une santé extraordinaire. Hein. Beaucoup tombaient malades. Elles ne pouvaient plus tenir le coup. Eh bien, lorsqu'une camarade tombait vraiment malade, que par hasard elle était emmenée à l'infirmerie, il fallait avoir au moins 40 de température, hein, eh bien, elle perdait le moral. Alors, autour de nous, autour de la table, nous avions organisé la solidarité. C'est-à-dire que nous étions une vingtaine autour de la table. Eh bien, 2 fois par semaine environ, lorsqu'on avait la margarine, eh ben,
On prélevait chacune un petit bout de pain sur notre maigre tranche de pain, et puis un petit bout de margarine, et puis tout cela rassemblé, ça faisait peut-être 2-3 tartines de pain, et en se cachant, on lui faisait passer tout cela à l'infirmerie pour qu'elle tienne le coup, et puis on faisait un petit mot d'amitié à cette camarade, on lui disait surtout ne perds pas le moral parce que il faut rentrer. Et c'est comme cela que nous avons sauvé quelques camarades. Voilà. Ce qui était la solidarité. Savoir, est-ce que les gens ont tenté de s'évader? Pratiquement, les camps de concentration conçus à partir de 1936 n'avaient aucune possibilité de s'évader. Les seuls qui ont réussi dans des évasions, c'était des Allemands d'abord, qui étaient depuis longtemps, et qui, avec des complicités, ont réussi, mais c'était, moi, dans tout le temps que j'étais là-bas, j'ai connu à peu près 3 à 4 évasions, c'est tout. Et j'ai assisté d'ailleurs à la pendaison de ceux qui avaient été repris, qui avaient repris leur liberté pour continuer la lutte contre l'éclairisme en clandestinité, et qui ont été pendus, je vous assure que c'était quelque chose de terrible. Je me souviens de mois de juillet 1944, où je me trouvais, parce que j'avais été blessé au commando où je me trouvais, par un obus de DCA qui était éclaté en bas, avec des morts et puis des blessés, et je me trouvais au grand camp de Saxe-Lausanne, et ce grand camp était conçu à partir de 1936, avec une architecture où il était pratiquement impossible de s'évader. J'ai quelques documents là, concernant le camp. Vous avez l'architecture du camp qui est en triangle, et les miradors se trouvent tous les 50 mètres, et balayent, si on peut dire, toutes les allées. Il y avait 82 baraques dans le camp, et balayent toutes les allées. Donc c'était pratiquement impossible de faire, si vous voulez, une révolte. Et puis deuxièmement, pour s'évader du grand camp, c'était pratiquement impossible. Ceux qui ont réussi, c'était des Allemands qui se trouvaient dans des commandos adjacents. Avec ces commandos, c'était quelquefois une usine qui envoyait des déportés. Puis il y avait des usines très importantes, comme Falkenze, qui groupaient 10 000 déportés. Et là, il y a eu quelques évasions. J'ai assisté, donc au mois de juillet, à la pendaison d'un camarade allemand, très grand d'ailleurs, il faisait au moins 1,90 m, je me souviens. Il avait été torturé d'ailleurs au bunker. À l'intérieur du camp, il y avait ce qu'on appelait le bunker, où il y avait des personnalités allemandes antifascistes qui se trouvaient là, dont le pasteur Niemeyer, donc je pourrais vous parler de lui tout à l'heure, qui a été au bunker. Et quand on a vu ce grand gaillard sortir du bunker encadré par 2 SS, il y avait toute la direction des SS du camp de Saxe-Lausanne qui se trouvait là, qui riait, qui plaisantait, etc. Bien sûr, c'était très impressionnant. Je me trouvais sur la baraque 17 à l'époque, et il y avait le chef de la baraque, qui était un camarade allemand qui était depuis plusieurs années au camp de concentration. Et je voyais ses lèvres trembler quand il voyait ce camarade s'avancer vers la potence, qui est monté donc l'échelle, aidé par les SS, et comme il n'avait pas été entravé, il était un homme certainement remarquable, il a fait un geste de la main, dire quelques paroles, et puis c'était fini. Mais c'est terrible d'assister à la pendaison, c'est-à-dire à la mort d'un camarade qui avait donné une partie de sa jeunesse sans doute, et une partie de sa vie pour lutter contre Hitler, et qui a quelques mois de la libération, évidemment, est mort sans connaître ces moments les plus importants, en somme, de cette libération des camps. Maintenant, j'attends les questions. Est-ce que vous aviez conscience de l'existence des chambres à gaz?
Ben, s'il y avait des chambres à gaz, eh ben oui, hélas. Même à Ravensbrück, il y avait des chambres à gaz. Il y en avait dans tous les camps. Mais à Ravensbrück, puisque c'est là-bas où j'étais, eh bien, oui, il y avait des chambres à gaz. Et puis, eh bien, tous ces déportés qui étaient gazés, on les mettait au four crématoire. Le four crématoire, ben, on voyait la fumée sortir de la cheminée. Puis l'odeur, vous savez, c'est pas beau de sentir cette odeur. Je la revois encore, je revois ces fours crématoires avec cette fumée, cette odeur. Ça vous prend. Ça vous prend entièrement. D'autres questions? Tous les camps de concentration étaient équipés de chambres à gaz. Le camp de Sachsenhausen, qui avait été créé en 1900, enfin à Oranienburg, de 1933 jusqu'à 1936, et de 1936 après a été opérationnel. Tous les camps avaient leur chambre à gaz. Mais bien sûr, les gazages se sont faits dans des conditions différentes. Par exemple, à Auschwitz, c'était évidemment des installations qui, à partir de 1940, ont dépassé l'imagination, car c'était les chambres à gaz fonctionnaient continuellement selon les arrivages. Vous avez à Auschwitz, quand il y avait un arrivage, il y avait sur 1500 personnes, une centaine qui étaient sélectionnées pour le travail, et tout le reste allait à la chambre à gaz. Enfants, vieillards, femmes, toutes celles qui n'étaient pas considérées pouvoir travailler, allaient à la chambre à gaz. Tandis que dans nos camps, qui étaient équipés aussi de chambres à gaz, il y a eu quelques passages en somme, de gazage à partir de 1939 d'ailleurs, mais disons que ce n'était pas à l'échelle d'Auschwitz et en particulier de tous ces grands camps qui ont été faits à partir de 1940 pour exterminer les populations juives, ziganes, etc., qui étaient en somme considérées comme des populations inférieures, puisqu'ils se considéraient comme des êtres supérieurs. Et ça, c'était quelque chose de terrible de penser. Moi, j'ai vu des témoignages extraits en somme des archives, où certains déportés qui se trouvaient dans ce travail des chambres à gaz, sont peu d'ailleurs, qui ont pu survivre. C'est quelque chose de terrible, vous savez. Moi, j'ai vécu quelquefois 3 jours, je me souviens, en 1943, à partir du mois de mars jusqu'au mois de juillet, parce que j'étais dans l'antichambre de la mort, c'est-à-dire dans des revires, c'est-à-dire l'infirmerie, si on peut appeler ça, l'infirmerie en 1943 au camp de Sachsenhausen, c'est quelque chose de terrible, c'était plutôt, on aurait dit une boucherie plutôt qu'une infirmerie. C'est là que je me trouvais à la chirurgie, car j'avais fait plusieurs anthrax ensemble qui avaient été mal soignés, et la gangrène se mettait dans une de mes jambes. Et c'est pour ça que j'avais été transporté là, et disons que le camarade allemand qui dirigeait cette infirmerie, c'était des conditions épouvantables. Ils étaient pleins de sang, on était 3 ou 4 par chalit, il y avait la souffrance qui s'exerçait de là, c'était une planteur de pus, etc., qui s'exhalait, et les hommes étaient impuissants, pratiquement, à pouvoir solutionner. Et je me souviens, moi, j'ai eu cette chance de tomber sur ce chirurgien allemand qui avait été arrêté en 1943, et qui dirigeait donc ce navire à cette époque, et à un moment donné, quand il m'a pris en main, il m'a opéré, une opération très grave, et j'étais pour plusieurs jours sans pouvoir marcher, il avait fendu pratiquement toute la jambe, et il s'est trouvé qu'à un moment donné, parce que ce bloc de la chirurgie se trouvait à côté de l'endroit où faisaient les expériences médicales. Et il y avait donc le docteur allemand, mais là, le SS, qui venait de temps en temps dans ce bloc pour recueillir en somme des éléments qui seraient susceptibles de pouvoir faire avancer leurs recherches biologiques. Et donc, je me suis trouvé
chef du bloc, le camarade là, qui m'avait opéré, qui m'a dit Yamin Morgan Vett. Alors, moi, je ne savais pas. Je me figurais qu'on remettait ensemble dans le travail, et je me disais, ça va être impossible, j'ai laissé ma peau, quoi. Et alors, à ce moment-là, il m'a donc fait emmener au bloc, à la baraque où il y avait ceux qui étaient appelés, d'ailleurs, à passer à la sélection, les tuberculeux. Et pendant que j'étais là, j'ai eu une bronchopneumonie, vous savez, il n'y avait pas de soin. Bronchopneumonie, on vous mettait un linge humide, enveloppé dans un linge humide, une couverture, et puis c'était tout. On était dans le coma pendant 3-4 jours, et puis survivait celui qui pouvait survivre. Et pendant ce temps, moi, ma jambe s'est guérie, et j'ai pu, en somme, devenir opérationnel, si on peut dire, c'est-à-dire reprendre le travail et continuer ma vie, en somme, de déporter. Et la vie, ça tenait à ça. Il suffisait qu'il y ait un moment où quelqu'un s'intéresse à vous et vous extrait, en somme, de la main de ces bourreaux, en somme, qui dans le bloc de la chirurgie, faisaient des expériences médicales ici. Il y avait des questions là-bas. Pourquoi vous avez été épargné? Pourquoi on a été épargné? C'est la chance. Parce que nous avions tous le même régime, les mêmes traitements, les mêmes travaux au-dessus de nos forces, les mêmes coups. C'est une chance. Et puis parce qu'on avait le moral, voilà aussi. Hein. Si nous perdions le moral, c'était fini. Avec nous, à Ravensbrück, eh bien, il y avait des déportés résistants et dont la famille avait été complètement arrêtée. La famille entière, le mari, les enfants, et elle était à Ravensbrück avec sa fille. Je prends cet exemple-là. Sa fille qui a été arrêtée avec sa maman à 14 ans et elle vivait avec nous. Elle faisait les mêmes travaux que nous. Eh bien, vous savez, on a faim à 14 ans, hein, vous devez le savoir. C'est comme ça qu'on a tenu le coup, par la solidarité et puis par le moral. Si on perdait le moral, c'était fini. Et il fallait avoir du courage. Il fallait toujours rentrer, revoir les nôtres, revoir, et puis raconter ce que nous avons vécu. Ce qui a été très difficile, vous savez, parce que quand on est rentré, eh bien, lorsqu'on disait notre vécu dans les camps de concentration, personne ne voulait nous croire. Mais c'est pas possible que les gens nous disaient. C'est pas possible que vous avez vécu ça. Eh bien, hélas, si. C'était tellement inimaginable que les gens ne voulaient pas nous croire. On a mis plus de 20 ans à vouloir témoigner. Lorsque les gens se sont intéressés, lorsque aussi dans l'éducation nationale, on en a parlé quand même un peu. Mais maintenant, c'est beau ce que vous faites, les jeunes aujourd'hui, parce qu'on sent que vous voulez savoir, vous voulez vous intéresser à cette page d'histoire, une page d'histoire qui est la nôtre. C'est les coups qui nous attendaient. Hein. Comme ça, on a pu suivre progressivement l'avance des Alliés. On a su, lorsqu'il y a eu le débarquement, alors on a dit ça, c'était formidable. Oh là là, on a dit bientôt on va être libérés. Ça n'a pas été la libération tout de suite, hein, parce que le 6 juin 1945, vous savez, nous, on sait, ça va pas durer quand même, hein, les Alliés vont faire vite, ils vont venir nous libérer. S'il n'y avait pas eu la résistance française qui a bien aidé les Alliés, c'est pas au mois de mai 1945 que nous aurions été libérés. La guerre aurait encore duré un bout de temps. Hein. Nous pouvons remercier nos alliés
Mais nous pouvons aussi remercier la résistance française qui a bien aidé les Alliés. C'est bon? Vous avez pensé au suicide? Ah non, moi j'ai pas pensé au suicide. Hein. J'ai pensé à réagir. Moi non plus. Moi non plus parce que j'étais hanté. Et il y a des choses dans les conditions dans lesquelles nous vivions qui étaient humaines. On pensait à certaines choses et pas d'autres. Par exemple, quand j'étais dans les camps, j'avais pu me reconstituer le visage de ma femme. Par contre, mes deux enfants ne m'ont jamais quitté de mon esprit. Et que ce soit sous les tortures, quand j'étais en prison ou dans les camps de concentration, toujours ces enfants ont été pour moi la flamme, en somme, qui m'a permis de triompher des moments de difficulté. Hein. Vous voyez, et ça, je ne suis pas le seul, hein, tout le monde est comme ça. Je me souviens quand il y a eu le débarquement en Afrique du Nord, le soir même, parce qu'on était organisé secrètement, si on peut dire, dans tous les blocs, on avait des directives, des communiqués, en somme, de la situation des troupes alliées, que ce soit les Russes, que ce soit les Américains, les Anglais, et puis l'état de la résistance en France. On savait au fur et à mesure qu'il y avait des arrivées au camp, il y avait des communiqués nous donnant l'état, en somme, de cette situation. Par exemple, quand il y a eu le Conseil national de la résistance, hein, le 27 mai 1943, hein, on l'a su très peu de temps après par les camarades qui sont arrivés dans les camps. Et ça, c'était une chose excessivement importante, hein, parce qu'on s'est dit, bon, maintenant, quand on a été arrêté, il y avait peut-être 14 grands mouvements de résistance, hein, qui avaient chacun des raisons particulières de la résistance, mais il n'y avait pas cette unité qui était fort indispensable si on voulait penser un jour que la France serait libérée, qu'elle aurait son gouvernement, son programme, etc. Donc, à cette date, ça nous donnait du courage, parce qu'on pensait, même si on mourait, eh bien, même si on meurt, on sait maintenant que la France sera libérée par la résistance unie, qui pourra imposer, en somme, aux Alliés, quelquefois, s'ils pensaient, en somme, faire autrement qu'un gouvernement d'indépendance dans notre pays. Là, on pensait à cela, et donc ça nous encourageait. Par exemple, quand il y a eu le débarquement, je me souviens de ce camarade basque, Pécastrin, avec lequel j'étais souvent, et puis il était campé sur ses deux jambes devant moi, vous savez, le basque bien trapu, etc., qui avait maigri, mais il conservait encore cette vitalité. Et alors il me dit, qu'est-ce que tu crois, Raymond? Parce qu'il m'a dit, Raymond, pas sûr, Raymond, maintenant que le débarquement a eu lieu, qu'on ne passera pas un autre hiver. Parce que passer un hiver, c'était quelque chose de terrible. Hein. Pensez qu'avec ce petit vêtement que nous avions sur nous, hein, et qui était la plupart du temps mouillé, car on travaille dehors, moi j'ai toujours travaillé dehors, hein, eh bien, ces appels qui étaient quelquefois, qui se prolongeaient, quelquefois tard dans la nuit même, quelquefois, c'était quelque chose de terrible par des situations de moins 15, moins 20. Hein, je vous assure qu'être immobile sur une place d'appel, c'était quelque chose de terrible, et il y avait des gens qui mouraient. Et alors donc, pour lui, passer à l'autre hiver, c'était faire reculer quelquefois la possibilité de revoir la liberté. Et alors, il disait, non, mais tu penses à l'autre hiver, tu sais, j'ai fait une réponse de Normand, bon, ils sont débarqués, mais tu sais, il faut quand même une accumulation de matériel, traverser la France, ça c'est quand même pas pour demain, mais sois tranquille, Jean, il s'appelait Jean, sois tranquille, Jeannot, je ne pense pas qu'on passe tout l'hiver, on sera libéré avant, et puis les Russes ont même avancé, à l'époque, ils étaient peut-être plus stricts, et on suivait quand même là aussi, on savait que ça serait plutôt les Russes qui nous libéraient, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Hein. Donc, vous savez, tout le monde était braqué quoi, sur cette avance des Alliés, l'unité de la résistance, qui nous donnait une force nouvelle, et je vois me dire, tu sais Raymond, j'aurais bien voir, mais vous Louveteau, parce que ces Louveteau, c'était les deux enfants lui aussi. Vous voyez, c'est ça. Il suffit de peu de choses, en somme, pour que la résistance humaine, en somme, soit réconfortée. Il y a encore des questions peut-être.
comment ça s'est passé pour moi. J'étais dans un camp qui était voué à l'extermination, puisque nous travaillions dans une usine souterraine que les prisonnières avaient construite. Un beau matin, on nous rassemble sur la place d'appel, tout le camp. Tout d'un coup, les portes s'ouvrent, et puis on nous met en rang sur la route. On marche, mais où? Avec les SS, leurs chariots, avec leurs bagages. Ah ben, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Ils vont nous massacrer. Ben, on marchait tout le temps, sans boire, sans manger. La nuit, il fallait marcher. Et alors, vous savez, nous, on regardait le ciel, et ben, on était entre les deux feux. D'un côté, l'armée américaine, de l'autre côté, l'armée russe. Ça canardait de partout. Oh, on s'est dit, ça y est, voilà la libération qui arrive. Mais c'était pas encore là, hein. Alors, on marchait tout le temps, tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire de nous? Certaines, hélas, sont mortes au cours de ce transfert. Pour aller où? Alors un soir, à force de marcher, on ne pouvait plus se traîner. Il pleuvait et la nuit tombait. À quelques 4 ou 5, nous nous sommes dit, mais si on essayait de s'évader dans les champs? Alors, à 3 ou 4, on a rampé dans les champs, et puis, au bout d'un certain temps, un autre groupe a fait comme nous, mais c'est qu'on n'était pas trop rassurés parce qu'on s'est dit, si jamais les chiens nous voient, et les SS vont tirer sur nous. Par chance, comme il pleuvait, qu'il faisait nuit, on a rampé comme ça jusque dans un bois qui était pas loin d'où nous nous étions évadés. Puis on a passé la nuit dans ces bois. Mais pas trop rassurés. On se disait, si jamais les civils nous voient ou que des chiens nous découvrent. Ma foi, le lendemain matin, quand on a vu qu'il faisait jour, on a dit, mais où sommes-nous? On a aperçu un clocher dans le lointain. On a dit, il y a un village là-bas. Alors, on s'est dit, cette nuit, on s'avancera pour voir où nous sommes. Et puis, à la nuit tombante, on a rencontré des prisonniers de guerre français qui travaillaient dans les champs. On est allé les voir, et puis on leur a expliqué qui nous étions. Alors ils nous ont dit, mais faut pas rester comme ça, hein, parce que bien sûr on avait faim, on avait soif. Et ils nous ont dit, ce soir, quand il fera nuit, vous prenez telle route là, nous serons à cet endroit, et on vous hébergera, on vous cachera. Eh bien c'est ce qui s'est produit. Arrivé à cet endroit, ces prisonniers de guerre nous attendaient, et puis ils nous ont fait rentrer dans une pièce, et ils nous avaient préparé un bon repas. Pour nous, c'était un bon repas, puisque c'était une purée, puis un bol de lait. Alors là, vous savez, on s'est régalé. Ça, je m'en souviens encore, je vois encore cette gamelle de purée qui était devant nous. Et alors ils nous ont dit, on va vous cacher dans le grenier et on vous portera à manger. Ça c'était fin avril. Alors ils nous ont cachés dans ce grenier, puis ils nous apportaient à manger. On pouvait dormir, on était libre, on a été libre. Mais c'est pas possible, on nous a dit. On se disait, on est libre. Ah, plus de SS, plus de chiens. Et puis un beau matin, on entend des airs d'accordéon, parce que c'était tout près d'un petit bourg, d'un petit village. On entrebâille nos portes de grenier, et qu'est-ce qu'on voit? Des jeunes Russes, des
jeunes soldats russes qui étaient là, qui jouaient de l'accordéon. Ah, ben on a dit, ça y est, on est libérés. À tout, nous sommes descendus de notre grenier, on est allé les rencontrer, on s'est embrassés. Vous savez, ça a été le plus beau jour de notre vie. Et c'était le 1er mai 1945. Alors après, eh ben, il a fallu se débrouiller. On était libres. Ça, c'était la liberté, vous savez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire tellement c'est beau. Et puis, les officiers russes nous ont dit, mais vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut que vous alliez chez les gens là qui sont partis parce que les Allemands avaient eu peur, les civils, et puis vous installez chez eux. Oh ben, on a dit quand même, non, on ne fera pas ça, on n'osera jamais faire ça. Quoi? Ils nous ont dit, vous ne pourriez pas faire ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait de vous? Qu'est-ce qu'ils ont fait chez vous? Oh ben, on a dit oui. Et ma foi, ben, on s'est installé chez eux. On a couché par terre. On a mangé leurs réserves, parce que je suis sûre qu'ils en avaient des réserves. Hein. Et puis, on a vécu en bohème, comme ça, dans ce petit patelin, que je revois encore, qui était très beau. Il y avait des lacs. On allait se laver dans le lac. On se mettait sur la pelouse, dehors. On regardait le ciel, le soleil. C'est pas possible. Oh, quelle chance on a eu de pouvoir se libérer comme ça. Et puis, à force, le temps a passé, mais on s'y habituait, puisqu'on faisait ce qu'on voulait, il n'y avait plus de SS, plus de chiens. Alors un beau jour, on a été rapatriés quand même, en avion militaire, de Hambourg jusqu'à Bruxelles, de Bruxelles jusqu'à Paris. Et où là, nous avons été très bien accueillis à l'hôtel Lutetia, où c'était là où nous accueillions tous les déportés qui rentraient. Et puis après, retour dans nos familles. Quand on est arrivé à Châtellerault, il y avait notre famille, nos amis, l'Union des femmes françaises, le Parti communiste, tous les sympathisants, nos amis internés qui étaient libérés de 1944. Et puis, voilà, notre libération. Comment s'est passée La réadaptation. Bon, je crois que... On l'a mis dans le car, au départ, J'ai eu la petite secondaire au téléphone. J'avais appelé, déjà commencé. Et puis après, l'oral, grâce à l'hôtel. Pour la tuberculose. Hein. Et quand je suis rentré évidemment chez moi, il m'a fallu encore 2 années pour pouvoir reprendre vie, quoi, parce que c'était pas facile, même reprendre des études, parce qu'il existait quand même, l'FNIRP avait créé le centre Jean-Moulin pour réadapter les déportés qui ne pouvaient pas le faire, qui ne pouvaient pas reprendre la même profession. C'était très très difficile. La réadaptation, ça a été pas tout le monde pareil. Et moi, je me souviens qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en mettre. J'ai eu la chance de rencontrer cette jeune fille qui était l'amie de René Moreau, par hasard, dans les hôpitaux. Et j'ai eu cette chance de pouvoir me marier avec elle à la fin de notre séjour hospitalier et de vivre pendant 56 ans ensemble, qui nous a permis de refaire une vie et d'élever mes enfants de façon parfaite. Et c'est dire que ce n'était pas facile parce que les gens ne comprenaient pas non plus. Mais j'ose pas aller plus loin parce que je sais que le temps est complet. Mais je voudrais vous dire quand même, il y a des choses, par exemple, j'ai parlé de Meller, le protestant, le chef
de l'église anglicane en Allemagne. Il a été arrêté en 1936, le pasteur Niemeyer. Et alors, il a vécu au bunker, je disais, à l'intérieur du camp de Saxe-Lausanne, il a vécu dans le camp de Saxe-Lausanne. Et à la Libération, il a écrit, il dit, moi, quand les communistes ont été arrêtés, je ne les aimais pas. Quand les sociodémocrates ont été arrêtés, je me suis dit, ne m'intéresse pas. Quand les catholiques ont été arrêtés, je dis, c'est pas ma religion non plus. Et puis un jour, ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne pour me défendre. C'est le climat, on peut dire, qui a existé pendant toute cette période et qui montre bien, au travers des paroles, des écrits du pasteur Niemeyer, l'importance de la solidarité entre les populations quand il y a du danger. On va peut-être prendre une dernière question. Une dernière. Êtes-vous retourné dans les camps de concentration après la libération? Oui, moi j'y suis retournée plusieurs fois, mais mon ami Paul y va tous les ans. Et c'est un pèlerinage dans lequel beaucoup d'élèves, beaucoup de professeurs accompagnent ces délégations. Et je vous assure que c'est très marquant, et pour les élèves, et pour les professeurs, et pour nous aussi. C'est vrai que moi j'ai commencé en 61 en pèlerinage dans les camps, et au début j'y allais parce que je ne voulais pas aller en Allemagne. Parce qu'après c'était arrivé, j'ai dit, j'y retournerai jamais. Et puis finalement en 61, je me suis dit, les camarades qui sont tombés là-bas, quand même, c'est ce qui m'a guidé. Et par la suite, il s'est trouvé des événements qui ont fait que l'importance de notre présence dans ces pèlerinages était très politique, d'ailleurs, d'une part, était nécessaire si on voulait développer l'amitié, d'ailleurs, franco-allemande, qui devait se faire pas à n'importe quelle échelle, mais en échelle, surtout à l'échelle des antifascistes, de part et d'autre. Et je voudrais vous donner deux exemples qui montrent l'utilité des pèlerinages. C'est près du camp de Saxe-Lausanne, qui était un des camps principaux, quoi, de tous les grands camps, puisqu'il y avait l'inspection générale des camps se trouvait là, et c'est là que tous les ordres ensemble émanaient pour tous les autres camps de concentration. Et donc, quand j'ai commencé les pèlerinages en 61, on avait été au camp de Klinker, un camp où j'ai vécu pendant 2 mois, en conditions épouvantables, parce que c'est là qu'on mettait tous ceux qui se rebellaient un peu de temps en temps, et qui étaient en somme condamnés souvent. Et alors il y avait des jeunes de la terminale d'un lycée de Oranienburg qui avaient décidé, pour éviter que les industriels s'emparent du terrain où nous avions vécu, et avaient construit avec les briques de cette fabrique, ils avaient fait un petit monument et ils avaient invité toutes les personnalités de Berlin, du Brandenburg, etc. C'était une manifestation formidable. Le jour où nous sommes partis, nous avons été en pèlerinage. Et depuis ce temps-là, eh bien, ce terrain est resté comme un lieu de mémoire et tous les ans, il y a une cérémonie qui se fait comme ça. C'est arrivé au camp de Klinker où il y avait un commando également de Saxe-Lausanne, où là, ce sont les élèves qui avaient dit à leur professeur, monsieur, les déportés vont arriver, comme d'habitude, hors le terrain, vous savez, les pas propres, il y a des bouteilles qui traînent, etc. Et alors, l'instituteur avait dit, bon, écrivez au maire de Falkense, et ils nettoieront ce terrain. Et puis le maire est venu, et leur a dit, écoutez les enfants, vous allez faire ce que vous pourrez, et vous allez être les parrains, en somme, des déportés qui viennent chaque année. Et donc, quand nous sommes arrivés, on a eu l'explication, parce qu'il y avait des élèves qui étaient là, qui nous ont chanté quelque chose, et puis des professeurs qui nous ont expliqué cette situation civique, en somme, qui s'est déroulée pour nous accueillir près de ce monument que nous avions construit. Vous voyez, c'est 2 exemples qui montrent que le civisme, il existe un peu partout, il faut quand même le développer, et il faut avoir des initiatives quelquefois qui permettent cette chose-là. Ça ne se fait pas tout seul, et c'est quelque chose de merveilleux.
chaque année, nous y retournons avec beaucoup d'émotion. Je pense qu'il y en a une dernière. Bon, une dernière. Après la libération, quel était votre sentiment par rapport à l'Allemagne et au peuple allemand? Après la libération, quel a été votre sentiment par rapport à l'Allemagne et au peuple allemand? Vous en avez un petit peu parlé. Vous savez, bon, nos sentiments, quand j'ai été libéré, je ne vous raconte pas tout parce que je fais très long, mais je me suis dit, je ne retournerai jamais en Allemagne, et puis ma situation a changé. À un certain moment, j'ai senti la nécessité de continuer ce travail parce qu'en Allemagne, la situation n'était pas toujours très claire après la libération. Je me souviens, il y avait eu un sondage où il y avait quand même 36% de la population allemande qui considérait que Hitler avait servi à quelque chose. Donc on n'était pas très chaud pour ça. Mais un jour, j'ai senti la nécessité d'y retourner. Et maintenant, nous avons des contacts avec des Allemands, en particulier le docteur March, qui anime en somme le budget qui est constitué par le camp de Sachsen-Hausen et de Ravensbrück, et ce sont chaque année maintenant, cette année encore, nous partons du 16 avril jusqu'au 21 avril en pèlerinage, et nous allons faire sur le camp de Sachsen-Hausen et le camp de Ravensbrück et différents commandements, avec une délégation à peu près de 70 personnes. Bon, déjà, quand je me suis présenté tout à l'heure, compte tenu de mon âge, vous avez dû penser pourquoi il est président de la FNIAP. Alors que bien sûr, je n'ai pas été déporté. Je vais apporter cette précision parce que sinon, pour poser des questions sans réponse. Je n'ai pas été déporté, c'est mon père qui a été déporté à Auschwitz en tant que résistant et qui est mort à Auschwitz. Sa sœur, donc ma tante, est morte à Auschwitz, elle aussi, avec le convoi des 230 femmes, ce convoi du 27 janvier 43, pardon. Oui, avec Marie-Claude Vaillant-Couturier, entre autres, et tous ces grands personnages. Et le mari de ma tante, puisque la famille n'a pas été épargnée, on peut le dire, lui, il a été arrêté comme résistant, il a été fusillé au Mont-Valin. Voilà, c'est la raison pour laquelle, depuis 40 ans, je me suis engagé pour militer à la FNIAP. Voilà, c'était. Donc, je voudrais aussi passer la parole à Louis-Charles Morillon, qui va nous dire quelques mots d'information, je crois. Oui, c'est simplement des informations et des réponses à vos questions. Bon, il existe un site informatique qui s'appelle VRID. Vous connaîtrez VRID sur le site internet. VRID veut dire Vienne, résistance, internement, déportation. C'est une association qui a écrit aujourd'hui à peu près 300 articles concernant toute cette période, aussi bien sur la résistance que la déportation, que l'internement, que l'occupation. Pour répondre à vos questions, première question, quels sont les gestes les plus inhumains? Deuxième question également sur la libération. Vous trouverez tout cela en appelant VRID, déportation, et l'article qui répondra à votre question est l'article qui s'intitule Vos numéros, puisque l'itinéraire de René Moreau a été reconstitué sur VRID. D'autres questions également, comment vous avez sorti, ou une question sur le suicide d'ailleurs, qui était en concomitance d'ailleurs. Eh bien, vous trouverez les réponses à ces questions. L'article en question s'appelle Un exemple de résilience. La résilience, c'était quoi en 2 mots? C'était ce que les sportifs appellent le mental. Et en ayant écouté les 2 témoins et acteurs, à 90 ans, vous voyez quelle forte volonté il y avait. Mais il fallait aussi, la résilience, c'est aussi la solidarité. Cette solidarité qui est expliquée dans un article qui s'intitule Un exemple de résilience, ou encore Léon Baudry. Des questions
concernant Ravarouska. Ravarouska, c'est un camp qui faisait partie de ce qu'on appelle le triangle rouge. R-A-W-A, R-U-S-K-A. L'article s'intitule « Le refus ». Voilà, je voulais quand même vous donner ces informations sur vous qui vous travaillez beaucoup sur Internet et sur ordinateur aujourd'hui. Et je pense que aussi bien pour vous, les élèves, que pour vos professeurs, et également pour la responsable du CDI, le site web apportera beaucoup de réponses à vos questions concernant cette période 40-44. C'est le but pour lequel l'association a été créée il y a quelques années. Oui, il nous reste à vous remercier pour votre attention, parce que visiblement, vous avez été très attentifs à tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu être dit.